Et si, pour démêler les situations conflictuelles, on tentait la méthode et le discernement? Et si, pour ce faire, les recherches en négociation et en médiation pouvaient aider les responsables diversité et inclusion? Tel est l'esprit dans lequel l'AFMD, l'Association française des managers de la diversité, et l'ADRIPS, l'Association pour la diffusion de la recherche internationale en psychologie sociale, ont organisé une journée d'études le 9 décembre 2024 en présence d'une centaine de professionnels de la diversité et inclusion et de chercheurs et chercheuses en psychologie sociale venus de France, Suisse, Belgique et États-Unis. À cette occasion, nous en avons enregistré 6 et leur avons soumis quelques témoignages de terrain. Nous interrogeons dans cet épisode les changements à aménager pour mener méthodiquement une négociation. Enseignante et chercheuse à l'Université catholique de Louvain, Stéphanie Demoulin explique les différentes étapes à respecter. L'idée d'une médiation, c'est qu'on va accompagner la négociation entre les parties. Donc les parties vont discuter. Et on va accompagner cette discussion en suivant un processus qui est assez cadré. Au début de l'intervention, les parties vont chacune raconter leur point de vue en séance plénière. Chacune à leur tour, donc ce qui va permettre en fait à chacun d'entendre l'histoire de l'autre d'une autre façon que ce que ces personnes ont l'habitude de faire. Vous savez, quand on est en conflit avec quelqu'un, on a tendance à répéter toujours les mêmes choses et à ne pas vraiment écouter ce que l'autre est en train de dire. En médiation, on va s'assurer que les parties puissent réellement entendre le vécu de l'autre avec toute une série de règles où on essaye d'empêcher qu'il y ait des jugements, des procès d'intention, etc. Donc on raconte l'histoire à partir de son point de vue, chaque personne à son tour. Les médiateurs, les médiatrices sont là pour reformuler les choses, pour s'assurer que les choses sont entendues. C'est la première phase. Deuxième phase, on va lister toute une série de sujets de discussion, c'est-à-dire lister les sujets sur lesquels on va devoir se mettre d'accord. Parfois, on croit qu'il n'y a qu'un sujet, mais même dans un cas où on pourrait parler de harcèlement ou en tout cas de perception de harcèlement, il y a moyen de lister différents types de sujets sur lesquels on peut se mettre d'accord ou on va devoir se mettre d'accord. Et par rapport à ces sujets, et c'est là, je pense, la vraie plus-value des médiations, c'est que les médiateurs vont essayer de comprendre quelles sont les motivations vraiment profondes, quels sont les vrais besoins des individus. Donc plutôt que de s'intéresser uniquement à ce que les individus demandent, moi je voudrais obtenir ceci, moi je veux un dédommagement de tel ordre, etc. Les médiateurs, les médiatrices vont vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui motive la demande, qu'est-ce qui a été touché, quels sont les besoins qui ont été mis à mal chez chacune des personnes. Donc ça, c'est la deuxième phase. Troisième phase, médiateurs, médiatrices vont mettre en place un processus qui va être plus créatif, se dire, voilà, on a tous nos sujets de discussion, on sait quels sont les besoins de chacun sur ces sujets de discussion, on va essayer de trouver des solutions et on essaye d'être créatif dans ce développement de solutions potentielles. Dernière phase, quatrième phase, on se met d'accord sur la solution qui nous convient le mieux. J'ai l'impression que ça pose des questions d'échelle, puisque là précisément on a des outils qui sont déduits de réflexion de psychologie sociale, c'est-à-dire à des échelles interindividuelles. S'il s'agit de le projeter sur de très grandes entreprises, alors ça marche plus ? Ça marche aussi, en fait, ça marche un petit peu différemment. Ouais. C'est comme les négociations sociales, en fait. Oui. Ça passe du coup par des représentants. Alors évidemment, ça rend le processus beaucoup plus compliqué parce que si vous passez par des représentants, bien, ces représentants doivent avoir un mandat. Il faut s'assurer que les processus de communication passent bien, notamment quand les représentants retournent vers leur mandant pour expliquer en fait ce qui a été développé. Mais il n'y a pas vraiment de raison qu'on ne puisse pas dialoguer dans des grosses structures. C'est juste un petit peu plus complexe. Mais c'est comme les négociations représentatives avec des syndicats. Enfin, je veux dire, dans un monde organisationnel normal, vous avez des discussions qui se passent avec des représentants, avec toute la complexité que cela implique, mais qui est tout à fait gérable.
Alors, je voudrais vous faire entendre le cas d'une responsable diversité inclusion, justement d'une très grande entreprise, où semble-t-il la mise en place simplement de l'égalité salariale homme-femme rencontre quelques résistances. Par exemple, on a combattu pendant plusieurs années et on est arrivé pour l'instant à l'éliminer complètement, l'écart salarial entre les hommes et les femmes. Mais c'est quelque chose de très fragile. Surtout quand vous avez des femmes en minorité, ça suffit juste un peu de turnover ou de mobilité ou de promotion un écart ressurgisse. Que ça repart, exactement. Alors, quand on traite les écarts salariaux, on parle de budget. Quand on parle de budget, ils ne sont pas sans fin. Donc, chaque année, lors d'une campagne annuelle, il y a un budget donné. Et donc, justement, on va s'assurer que ce budget il est mieux utilisé pour éliminer les écarts salariaux. Avant, ça ne posait pas un problème que les femmes étaient moins bien payées. Maintenant, quand on est en train de résoudre ces problèmes, ça pose un problème aux hommes dans l'entreprise. Et ils se voient discriminés. Eux, qui sont la majorité, qui étaient mieux payés, ils se trouvent dans la posture de victime. Alors, quels sont vos outils à ce moment-là? Comment vous vous y prenez pour leur expliquer ou les amener sur un chemin de compréhension par d'autres moyens que l'explication? On explique ce qui était déjà assez connu et assez, on va dire, assez transparent en termes de règles lors de chaque campagne annuelle. C'est que ce budget, il n'est pas affecté n'importe comment, mais il prend d'abord en compte la performance. Et on n'a jamais aboli ce principe de performance. Et en même temps, on regarde les écarts salariaux sur des postes équivalents, à niveau de responsabilité équivalent. Donc, vous prenez l'axe performance, l'axe écart, la majorité dans ma boîte, ils sont des ingénieurs, les mathématiques sont assez simples pour eux, donc ils devinent rapidement les règles qu'on applique, et dont on parle d'ailleurs. Ben, ça ne suffit pas. Il y a la perception de l'injustice qui est plus forte. Quels sont, eux, leurs arguments pour justifier de parler d'injustice à cet endroit-là? N'importe quel argument ils ont, à un moment donné, on reste dans ce point mort conflictuel, on va dire, dans cette situation conflictuelle. Honnêtement, je n'ai pas retenu des arguments qui m'ont convaincu. Du coup, je n'ai même pas... pourquoi autant d'attention aux femmes? Est-ce qu'on est sûr qu'on ne fait pas de la discrimination positive juste pour répondre à un phénomène de mode? Ça, c'est des arguments qui nous amènent régulièrement. Ouais. Il faut faire attention aux compétences et non pas à la diversité, alors que c'est ce qu'on fait. Donc, c'est-à-dire que là, vous citez des exemples sur lesquels vous avez bien des contre-arguments. Exactement. Parce que on ne peut pas véritablement parler de discrimination positive si vous ne faites jamais que réégaliser les niveaux de salaire. Donc ça, c'est un faux argument. C'est un faux argument, il tient pas. Mais il est sur les lèvres de beaucoup de gens, et parfois même de femmes. Stéphanie Demoule, alors quel diagnostic vous faites de là, ce qui semblerait une prévention qui n'a pas assez eu lieu ? Moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'il y a eu de la prévention du tout. Et quand on entend, alors il y a eu une vraie volonté, et la personne parle de combattre. Déjà, rien que l'idée de combat, c'est à mon avis, prendre le chemin par le mauvais côté. Parce qu'en fait, si on arrive en se disant « je vais devoir combattre cette masse d'hommes qui... c'est comme si on prescrivait l'altérité. Bah oui, en fait, si vous rentrez dans une discussion avec... une idée de combat, vous obtiendrez du combat. Ça, c'est un phénomène psychosocial de base. Tout ce que vous projetez comme attente dans la situation, vous allez le recevoir en retour. Au-delà de ça, c'est pas... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... On met en place un plan et puis on va expliquer. Qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de réticences ou de résistances peuvent être dépassées si plutôt que
de faire venir un peu du top ces décisions sur le bas, on inclut les personnes dans les discussions. Et si on s'intéresse à leur véritable réaction émotionnelle par rapport à la problématique, on va pouvoir en fait répondre à ce qui les perturbe réellement. Et donc on entend qu'effectivement on essaye d'expliquer avec des arguments qui sont des arguments comptables, qui sont des arguments extrêmement concrets. Donc je vous démontre par les chiffres que tout va bien et que en fait on ne fait que rééquilibrer et qu'on garde la compétence, etc. Mais c'est autre chose qui se joue. Ce n'est pas réellement, même si c'est ça qu'on prend comme argument, l'argument économique, mais ce qui se joue, ce sont des perceptions beaucoup plus émotionnelles, notamment d'injustice, et ce sentiment d'injustice. Qui ne va pas être totalement comblé avec des arguments qui sont des arguments d'ordre économique, parce que c'est ce que les gens vont toujours vous dire, mais les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, ça dépend comment est-ce que... Ça veut dire que ce n'est pas qu'une histoire d'arguments, précisément. Je pense que ce n'est pas qu'une histoire de chiffres et d'arguments, c'est une histoire émotionnelle. C'est prendre en compte qu'est-ce qui se joue réellement pour les individus, et notamment pour... le groupe privilégié, parce que c'est un fait, il y a des personnes qui vivent dans la société de manière particulièrement privilégiée, et il y a des personnes, parce qu'ici on s'occupe d'un cas de distinction de genre, mais il y a au-delà du genre des personnes qui vivent en position privilégiée, pas uniquement parce qu'elles sont du bon genre, mais aussi parce qu'elles sont de la bonne couleur, parce qu'elles ont la bonne orientation sexuelle, qu'elles ont la bonne nationalité. Pour ces personnes-là, c'est une menace, une vraie menace, que de dire je vais mettre en place un plan de diversité, parce que elles vont y perdre potentiellement quelque chose, elles vont y perdre leurs privilèges. Alors peut-être pas au niveau extrêmement concret, puisqu'on leur assure que malgré tout, elles continueront à avoir le même salaire, le même droit aux promotions, mais à minima au niveau symbolique, et dans des choses qui sont peut-être un petit peu moins palpables, en fait, parce que ce privilège, c'est pas que des chiffres, c'est... Dans la vie de tous les jours, on est placé en position privilégiée, et donc on va perdre un petit peu de ce privilège. Donc ça veut dire qu'il faut accompagner celles et ceux qui risquent de souffrir de l'abolition des privilèges ? Bien sûr. Ouais. Il faut accompagner tout le monde, mais aussi celles et ceux qui vont en bénéficier. Je pense que ça a été dit très clairement dans l'interview. Les femmes aussi réagissent par rapport à ces politiques ou ces plans. Mais pas toujours d'une façon aussi attendue que ça, justement. Elles y réagissent parce que c'est autre chose qui se joue pour elles. Si moi je bénéficie, ou on me fait croire que j'ai bénéficié d'un plan de diversité, ou je bénéficie d'un plan de diversité, je vais peut-être me dire que je ne suis pas aussi compétente que ce que je pensais. Si j'ai, moi, besoin d'un plan de diversité pour obtenir mon job, qu'est-ce que ça dit de moi en termes de compétences, en termes d'image que je renvoie à mes collègues, en fait, que je vais devoir croiser tous les jours. Pourquoi n'ai-je pas été augmentée sur mon travail plutôt que sur mon genre ? Il n'y a pas que les hommes qui croient en la méritocratie, les femmes aussi. C'est vraiment une valeur culturelle partagée, alors peut-être plus partagée dans d'autres cultures que dans les nôtres, mais ça reste comme ça, permanent derrière la question des promotions et des recrutements. C'est au mérite. Et ce mérite, le gros problème de ce mérite, c'est que on ne voit pas que tout le monde n'a pas eu les mêmes chances à la base. Mais si je poursuis le raisonnement, ça voudrait dire que le principe même de s'en remettre à une échelle de mérite ne pourrait provoquer que de la conflictualité, de la tension et de l'incompréhension ? Ça, oui. Si on ne s'arrête qu'aux chiffres et qu'on ne prend pas en compte ce qui se joue pour les individus et les situations sociales dans lesquelles les individus se sont trouvés pour arriver là où ils et elles sont arrivés, oui. Parce que les chiffres vont opposer les individus plutôt que de les rassembler derrière un projet commun.